Une hôtesse déchire la valise d'une femme noire, sans savoir qu'elle dirigeait la compagnie. Dans le chaos maîtrisé du terminal 4 de l'aéroport Charles de Gaulle, une accusation sans fondement éclate comme une tempête soudaine. Une femme noire, élégante et sereine, se retrouve au centre d'une humiliation publique orchestrée par une hôtesse d'embarquement arrogante, convaincue que sa valise de luxe cache un secret illicite. Ce que l'hôtesse ignore, c'est que la femme qu'elle accuse n'est autre que la PDG de la compagnie aérienne, une figure de pouvoir capable de faire trembler son monde d'un simple appel. L'air vibrait d'une énergie frénétique, un mélange de claquements de valises à roulettes, d'annonces multilingues nasillardes et du murmure incessant des voyageurs pressés. Au cœur de cette symphonie de l'urgence, Camille Dubois avançait avec une grâce nonchalante, un contraste saisissant avec l'agitation ambiante. Vêtue d'un tailleur gris perle impeccablement coupé, d'une chemise en soie blanche et de mocassins en cuir noir lustré, elle incarnait une élégance discrète, celle d'une femme habituée à naviguer dans les sphères du pouvoir sans ostentation. Derrière elle glissait une valise cabine en carbone noir, un modèle haut de gamme signé par une maison allemande réputée pour son design minimaliste et fonctionnel. Cette valise n'était pas un simple bagage, elle portait l'avenir, contenant les prototypes révolutionnaires d'une gamme d'accessoires de voyage développés par Innovatech Solutions, l'entreprise que Camille dirigeait en tant que PDG. Ces objets, un oreiller cervical intelligent avec massage intégré, un masque oculaire à luminothérapie et des chaussettes de compression à capteur biométrique, représentaient 2 années de recherche acharnée pour rendre les voyages plus confortables, en particulier pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, une cause qui touchait Camille personnellement. Ce jour-là, elle se rendait à Londres pour une série de réunions cruciales avec des investisseurs et des partenaires, et son billet en première classe pour le vol Étoile Air et A98 était une nécessité pratique, non un luxe. L'avion était son bureau éphémère, un espace où elle pouvait peaufiner ses présentations, aligner ses stratégies et se préparer mentalement à des négociations marathon. À la porte C12, la foule des passagers s'amassait déjà, un mélange de costumes cravates affairés, de familles épuisées et de touristes égarés. L'écran numérique au-dessus du comptoir affichait « Londres Heathrow » en lettres blanches, nettes, et Camille y trouva un siège à l'écart, près d'une borne de recharge. Elle sortit sa tablette, synchronisant ses dossiers pour travailler hors ligne dans l'avion, son attention absorbée par les chiffres et les graphiques. Derrière le comptoir, Sophie Martin, hôtesse d'embarquement d'Étoile Air depuis 16 ans, observait la foule avec un regard acéré, teinté d'un cynisme aiguisé par des années de service. Son uniforme bleu marine, impeccablement repassé, était une armure contre le chaos du terminal, et ses cheveux châtains, tirés en un chignon sévère, accentuaient les lignes dures de son visage. Sophie avait débuté sa carrière avec un enthousiasme juvénile, mais les retards incessants, les passagers irascibles et la pression des horaires avaient érodé sa patience, ne laissant qu'une coquille de méfiance et d'autorité autoproclamée. Elle se vantait d'un « sixième sens » pour repérer les problèmes, le passager avec un bagage trop grand, celui qui contesterait son siège, ou celui qui cachait quelque chose. Ce jour-là, son regard s'arrêta sur Camille. Ce n'était pas une seule chose, mais un assemblage de détails filtrés par ses préjugés. Une femme noire, seule, vêtue avec une élégance qui semblait, aux yeux de Sophie, presque trop parfaite, trop étudiée. La valise de carbone, le tailleur coûteux, tout cela semblait dissonant dans l'esprit de Sophie, qui associait inconsciemment ce calme et cette assurance à quelque chose de suspect. Camille, concentrée sur sa tablette, dégageait une sérénité qui irritait Sophie. Dans l'agitation du terminal, cette femme semblait trop posée, trop détachée, comme si elle cherchait à passer inaperçue. Sophie, forte de son expérience, décida que ce calme n'était pas celui d'une passagère ordinaire de première classe, souvent bruyante ou ostentatoire. Non, c'était le calme de quelqu'un qui avait quelque chose à cacher. L'embarquement commença, les annonces stridentes de Sophie résonnant dans la zone bondée. Les familles et les passagers à mobilité réduite furent appelés en premier, suivis des premières classes. Camille rangea sa tablette, ajusta son sac à main et rejoignit la file d'attente, son billet et son passeport à la main. Lorsqu'elle s'avança, elle offrit à Sophie un sourire courtois, professionnel. « Bonjour », dit-elle d'une voix posée. Sophie ne répondit pas au sourire. Elle saisit les documents, ses yeux passant de la photo du passeport au visage de Camille, puis à la carte d'embarquement, avant de s'arrêter, lourde de suspicion, sur la valise. « C'est votre bagage à main »
demanda-t-elle, son ton sec, presque accusateur. Oui, c'est exact, répondit Camille, toujours aimable. Sophie tapota un ongle verni sur le comptoir, son regard perçant. Elle semble lourde. Qu'y a-t-il dedans? La question, formulée comme une affirmation, fit vaciller le sourire de Camille. C'était une requête inhabituelle, teintée d'une hostilité à peine voilée. Des affaires personnelles, des vêtements, mon travail, quelques prototypes de produits, répondit-elle, gardant son calme. Le mot « prototype » fit tiquer Sophie. Une note interne récente sur la lutte contre la contrebande de marchandises, en particulier les contrefaçons électroniques, lui revint à l'esprit. Pour Sophie, ce mot évoquait immédiatement des images de gadgets illicites, de trafic douteux. Des prototypes de quoi? Insista-t-elle, sa voix plus forte, attirant l'attention des passagers dans la file. Un homme d'âge mûr, vêtu d'un costume froissé, soupira bruyamment derrière Camille, agacé par le retard. Une jeune femme, étudiante en droit nommée Léa Dupont, observait la scène avec un mélange de curiosité et d'inconfort, son téléphone à la main. Des accessoires de voyage, expliqua Camille, sa patience commençant à s'effriter sous le poids des regards. Ils sont destinés à une présentation à Londres. Tout est légal et documenté. Sophie croisa les bras, un rictus condescendant aux lèvres. C'est moi qui en jugerai. On nous a signalé des tentatives de passage de marchandises non déclarées pour éviter les taxes. Vous comprenez? L'accusation, à peine voilée, frappa Camille comme une gifle. Elle sentit la chaleur des regards des autres passagers, certains curieux, d'autres gênés. Léa, l'étudiante, fronça les sourcils, murmurant à sa voisine, « C'est injuste, elle n'a rien fait. » Mais Sophie, enhardie par son autorité, poursuivit. « Je vais devoir inspecter cette valise. Ouvrez-la, ou je fais venir la sécurité. » Camille, prise au piège entre l'humiliation publique et la nécessité de ne pas rater son vol, pesa ses options. Refuser risquait de compromettre ses réunions à Londres, cruciales pour le lancement de sa gamme. Se soumettre signifiait céder à une injustice flagrante. Une colère froide, précise, monta en elle, mais son visage resta impassible. « Très bien. » dit-elle, sa voix basse, presque dangereuse. Elle posa la valise sur le sol devant le comptoir, le clic des fermetures résonnant dans le silence soudain de la porte C12. Les passagers, sentant un drame imminent, formèrent un demi-cercle curieux. Léa, hésitante, sortit son téléphone pour filmer discrètement, tandis qu'un agent de sécurité, Bastien Leroux, jeune et nerveux, s'approcha, attiré par l'agitation. « Tout va bien, Sophie ?» demanda-t-il, se plaçant instinctivement à ses côtés. « Juste une vérification de routine, » répondit Sophie, son ton triomphant. Camille s'agenouilla, ses mains posées sur les fermetures. Elle prit une profonde inspiration, l'odeur de désinfectant et de café froid emplissant ses poumons. Elle ouvrit la valise, révélant un intérieur organisé avec une précision chirurgicale. D'un côté, les prototypes, nichés dans une mousse découpée sur mesure, l'oreiller cervical, le masque oculaire, les chaussettes biométriques, tous d'un design futuriste, de l'autre, ses effets personnels, rangés dans des cubes de compression. Une enveloppe Kraft contenant des documents juridiques reposait dans un compartiment zippé. Sophie plongea la main dans la valise sans demander, saisissant l'oreiller avec une brutalité qui fit grimacer Camille. « Faites attention, s'il vous plaît. » dit-elle, la voix tendue. « Ce sont des prototypes uniques. » Sophie ricana. « Des prototypes, vraiment ?» Elle ouvrit une petite fermeture éclair, déchirant légèrement le tissu sur mesure. Un murmure choqué parcourut la foule. Léa, indignée, murmura. « C'est inadmissible. » Sophie brandit une petite carte de circuit, comme un trophée. Des batteries non déclarées. Une violation claire. Camille, contenant sa fureur, répondit. Elles sont conformes aux réglementations. Je suis la PDG de l'entreprise qui les fabrique. Je connais les règles.
Sophie éclata d'un rire moqueur. PDG? Et moi, je suis la présidente de la République. Elle saisit le masque oculaire, laissant une trace sur sa surface polie. Bastien, mal à l'aise, intervint timidement. Madame, coopérez, s'il vous plaît. Camille, outrée, rétorqua. Coopérer? Elle endommage mes biens sans raison. À cet instant, Sophie repéra l'enveloppe Kraft. Et ça? Encore des gays prototypes? Avant que Camille ne puisse réagir, Sophie déchira l'enveloppe, révélant des documents financiers et une lettre certifiant que Camille Dubois, PDG d'Innovatech Solutions, était autorisé à transporter ses prototypes pour une présentation à Londres. Sophie lut les premières lignes, et son visage se figea. Innovatech Solutions. Le nom lui était familier. Puis, comme un coup de tonnerre, elle se rappela. Innovatech avait racheté Étoile Air dans une OPA hostile 6 mois plus tôt. Camille Dubois était la propriétaire de la compagnie. La femme qu'elle venait d'humilier publiquement. Les documents tremblaient dans ses mains. La foule, sentant le retournement, retint son souffle. Léa, filmant toujours, murmura. Mon Dieu, elle ne savait pas. Camille, droite comme une statue, fixa Sophie, ses yeux comme des éclats d'obsidienne. Sans un mot, elle sortit son téléphone et composa un numéro. Le silence autour de la porte C12 était absolu, seulement brisé par le bruissement d'un papier tombant des mains tremblantes de Sophie Martin. Le terminal 4 de l'aéroport Charles de Gaulle, encore vibrant du choc de l'humiliation publique à la porte C12, s'était transformé en une arène où le pouvoir véritable de Camille Dubois se dévoilait. Sophie Martin, l'hôtesse d'embarquement dont l'arrogance avait déclenché ce drame, se tenait figée, les mains tremblantes, les documents froissés d'Innovatech Solutions glissant de ses doigts comme des feuilles mortes. Elle venait de comprendre l'ampleur de son erreur. La femme qu'elle avait accusée de contrebande, qu'elle avait publiquement humiliée, n'était pas une simple passagère. C'était Camille Dubois, PDG d'Innovatech Solutions, la société qui possédait Étoile Air, son employeur. La foule autour de la porte C12, hypnotisée par le spectacle, murmurait, certains filmant avec leur téléphone, capturant chaque instant de cette confrontation dramatique. Léa Dupont, l'étudiante en droit qui avait assisté à la scène dès le début, continuait de filmer, son indignation cédant la place à une fascination pour la puissance discrète de Camille. À ses côtés, un homme d'une trentaine d'années, Adrien Morel, un journaliste amateur qui voyageait pour un blog de voyage, ajustait son téléphone pour mieux cadrer la scène, sentant qu'il tenait une histoire explosive. Camille, impassible, terminait son appel téléphonique, sa voix basse et mesurée contrastant avec le chaos qu'elle venait de déclencher. Marc, dit-elle, lancez le protocole Innovatech à terre. Porte C12, terminal 4. Je veux un verrouillage opérationnel immédiat. À l'autre bout de la ligne, Marc Renaud, directeur des opérations d'Innovatech, un homme connu pour son efficacité froide et son absence de sentimentalité, se redressa dans son bureau parisien. Le protocole Innovatech à terre était un code interne, une mesure d'urgence réservée aux incidents critiques menaçant l'intégrité de l'entreprise. Il n'avait été utilisé qu'une fois auparavant, lors d'une crise impliquant une fuite de données sensibles. Compris, Camille, répondit Marc, ses doigts déjà sur son clavier. Quelles sont vos instructions? Camille, ses yeux fixés sur Sophie, dont le visage blêmissait à vue d'œil, énonça ses ordres avec une précision chirurgicale. Verrouillez la porte C12, aucun vol ne décolle ou n'atterrit. Retenez tout le personnel d'Étoile Air affecté à cette porte, agents, équipe au sol, superviseurs, tout le monde. Je veux le responsable de la station ici dans les 10 prochaines minutes. Et faites venir Amélie Laurent immédiatement. Amélie Laurent, surnommée Tiotiba, la nettoyeuse au sein d'Innovatech, était la vice-présidente des opérations européennes, une femme redoutée pour sa capacité à démanteler les inefficacités et les comportements toxiques avec une précision impitoyable. Marc confirma. Amélie est en route depuis le siège. Elle sera là dans 30 minutes. Le responsable de la station, Pierre Lefebvre, est convoqué.
La porte est verrouillée à distance. Que s'est-il passé, Camille? La réponse de Camille était glaciale. Une agente d'embarquement m'a accusé de contrebande sans preuve, a endommagé mes prototypes et m'a humilié devant une foule. Tout cela parce qu'elle n'aimait pas mon apparence. Je veux un audit complet de cette station, Marc. Dossier du personnel, journaux de sécurité, tout. Marc, habitué à la retenue de Camille, perçut la fureur contenue dans sa voix. Vous l'aurez, promit-il. Considérez cela comme fait. L'appel terminé, Camille rangea son téléphone et retourna s'asseoir près de la borne de recharge, son calme olympien contrastant avec l'agitation croissante autour d'elle. L'écran au-dessus de la porte C12 vacilla, passant de « embarquement » à « vol retardé ». Un grognement collectif s'éleva des passagers, mais beaucoup, captivés par le drame, restaient rivés à la scène. Sophie, toujours derrière le comptoir, tentait de reprendre contenance. Une partie d'elle voulait s'excuser, supplier, mais son orgueil, encore intact malgré la panique, l'en empêchait. Elle murmura à Bastien Leroux, l'agent de sécurité à ses côtés, c'était une vérification de routine. Elle exagère. Bastien, jeune et inexpérimenté, hocha la tête, mais son regard trahissait son malaise. Il avait vu la lettre, lu le nom d'Innovatech, et comprenait vaguement que Sophie avait provoqué une tempête bien au-delà de son contrôle. À cet instant, Pierre Lefebvre, le responsable de la station, arriva en trombe, essoufflé, son costume bon marché trempé de sueur. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, chauve, avec une démarche précipitée qui trahissait son anxiété. Il s'approcha de Sophie, chuchotant frénétiquement. Que s'est-il passé? Pourquoi le vol est-il bloqué? Sophie, la voix tremblante, tenta d'expliquer. Elle avait une valise suspecte. J'ai suivi la procédure. Pierre, jetant un regard vers Camille, qui semblait indifférente à leur panique, murmura. Vous avez vérifié ces documents? C'est qui, cette femme? Avant que Sophie ne puisse répondre, un murmure parcourut la foule. Amélie Laurent venait d'entrer dans le terminal, son arrivée aussi imposante qu'un orage d'été. Grande, avec des cheveux poivre et celles coupées en un carré asymétrique, elle portait une robe noire élégante, fonctionnelle mais intimidante, comme un uniforme de guerre taillé par un grand couturier. Deux hommes en costume sombre l'accompagnaient, leur présence discrète mais menaçante, comme des exécuteurs corporatifs. Amélie contourna le comptoir sans un regard pour Sophie ou Pierre, se dirigeant droit vers Camille. Camille, dit-elle, sa voix basse, teintée d'inquiétude et de colère contenue. Je suis venue dès que Marc m'a prévenu. Vous allez bien? Camille éleva les yeux de sa tablette, son expression impassible. Physiquement, oui, Amélie. Mais cette station est une honte pour notre entreprise. Les deux femmes échangèrent un regard, une compréhension tacite passant entre elles. Amélie se tourna vers ses accompagnateurs. Julien, escortez Madame Dubois au salon Prestige. Assurez-vous qu'elle ait une salle privée et tout ce dont elle a besoin. Personne d'Étoile Air ne l'approche sans mon autorisation. Julien, l'un des hommes en costume, acquiesça et guida Camille hors de la zone, sa valise endommagée roulant derrière elle. Les passagers, sentant la fin du premier acte, commencèrent à murmurer, certains partageant déjà leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Adrien Morel, le journaliste amateur, téléchargeait frénétiquement son clip sur Twitter avec le hashtag #ScandaleC12, écrivant « Une hôtesse humilie une passagère sans raison ». Vous ne croirez pas la suite. La vidéo, montrant Sophie déchirant l'enveloppe et le visage impassible de Camille, devint virale en quelques minutes, amplifiant l'incident à une échelle mondiale. Amélie, restée à la porte C12, tourna son attention vers le personnel. Son regard, froid comme l'acier, se posa sur Pierre Lefebvre. « Monsieur Lefebvre, dit-elle, sa voix tranchante comme une lame. Je suis Amélie Laurent, vice-présidente des opérations européennes d'Innovatech. Expliquez-moi comment une telle catastrophe a pu se produire sous votre supervision. » Pierre, bégayant, tenta de se défendre.
c'est un malentendu, Madame Laurent. Sophie suivait la procédure. Tout. Amélie le coupa. Un malentendu? Accuser sans preuve une passagère, endommager ses biens, l'humilier publiquement, c'est ça, votre procédure. Elle se tourna vers Sophie, qui semblait rapetisser sous son regard. Sophie Martin, 16 ans chez Étoile Air. Remettez votre badge immédiatement. Sophie, les mains tremblantes, tenta de déclipser son badge, mais ses doigts maladroits échouèrent. Julien, avec une impatience contenue, coupa le cordon avec une petite paire de ciseaux et saisit le badge. « Votre emploi est terminé ?» déclara Amélie, sans une once d'émotion. « Vous serez escorté hors des lieux. Une lettre de licenciement pour faute grave vous sera envoyée. » Sophie, au bord des larmes, murmura. « J'essayais de protéger la compagnie. » Amélie éclata d'un rire sec. « Protéger ? Vous avez profilé une femme noire parce que son élégance vous semblait suspecte. Vous avez détruit des prototypes d'une valeur inestimable et humilié la PDG d'Innovatech. Vous n'avez pas protégé la compagnie, vous l'avez mise en danger. » Bastien Leroux, l'agent de sécurité, tenta de se faire discret, mais Amélie le repéra. « Vous, dit-elle, vous avez soutenu cette farce sans poser de questions. Je déposerai une plainte auprès de l'autorité portuaire pour votre complicité. Vous suivrez une formation obligatoire sur les préjugés implicites. » Bastien, pâle, s'éloigna précipitamment. Amélie s'adressa ensuite à Pierre. « Quant à vous, votre négligence a permis cette culture toxique. Votre accès au système sera révoqué ce soir. Considérez ceci comme votre préavis. » La foule, toujours présente, observait en silence, certains enregistrant chaque mot. Léa, l'étudiante, tweeta « Justice en direct à CDG. » Une PDG humiliée riposte. Étoile Air. Son message, accompagné d'une vidéo de l'arrivée d'Amélie, attira des milliers de vues. Sophie, escortée par un agent de sécurité, quitta le terminal, sa carrière en ruine, tandis que Camille, depuis le salon Prestige, planifiait la prochaine étape, une refonte complète d'Étoile Air pour éradiquer les préjugés et restaurer la dignité des passagers. Dans le calme fortifié du salon Prestige de l'aéroport Charles de Gaulle, Camille Dubois se tenait près d'une grande fenêtre donnant sur la porte C12, désormais apaisée mais profondément transformée. L'incident humiliant qu'il avait vu et accusé à tort de contrebande par Sophie Martin, une hôtesse d'embarquement arrogante, n'était plus qu'un écho, mais ses répercussions continuaient de remodeler Étoile Air. Camille, PDG d'Innovatech Solutions, n'avait pas seulement riposté à une injustice personnelle, elle avait déclenché une révolution corporative, une vague de changements systémiques visant à éradiquer les préjugés et à redonner à la compagnie aérienne une âme centrée sur la dignité humaine. Ce n'était pas une vengeance, mais une reconstruction, fidèle à l'esprit français de justice sociale et de responsabilité collective. À ses côtés, Amélie Laurent, la vice-présidente des opérations européennes, consultait une tablette affichant des données récentes sur la satisfaction des passagers. Les chiffres du trimestre pour Charles de Gaulle montrent une hausse de 40% de l'indice de satisfaction, dit-elle, sa voix teintée d'une satisfaction contenue. Les kits bien-être Oasis, inspirés de vos prototypes, ont un taux d'approbation de 97%. Camille esquissa un sourire, ses yeux fixés sur la porte C12, où un nouvel agent d'embarquement, jeune et souriant, aidait une famille à plier une poussette avec une patience exemplaire. « C'est un début, Amélie, répondit-elle. Une culture ne change pas en quelques mois. Cela demande des années de constance. » Mais dans son regard brillait une lueur d'espoir, celle d'une femme qui avait transformé une blessure personnelle en un mouvement pour un avenir meilleur. Quelques semaines après l'incident, l'initiative « Étoile brillante » avait été annoncée lors d'une réunion mondiale retransmise à tous les employés d'Étoile Air. Camille, apparaissant sur un écran géant depuis le siège d'Innovatech à Paris, avait parlé non pas avec colère, mais avec une gravité qui imposait le silence. Ce qui s'est passé à la porte C12 n'est pas l'échec d'une seule personne, avait-elle déclaré, sa voix résonnant d'une autorité calme. C'est le symptôme d'une maladie dans notre culture.
Nous avons privilégié les horaires aux êtres humains. Nous avons laissé les préjugés prospérer dans l'ombre. Notre mission n'est pas seulement de transporter des corps, mais de connecter des âmes. Nous avons échoué, et cela change aujourd'hui. L'initiative, dotée d'un budget de 100 millions d'euros, imposait une refonte totale, une formation obligatoire de 80 heures pour tous les employés en contact avec les clients, conçue avec des experts en diversité, équité et inclusion, ainsi que des spécialistes en désescalade. Une charte des droits des passagers fut instaurée, garantissant respect et dignité. Un comité de surveillance indépendant fut créé, permettant aux passagers et employés de signaler les incidents sans passer par une chaîne de commandement corrompue, comme celle que Pierre Lefebvre, l'ancien responsable de la station, avait incarnée. Mais le coup de maître de Camille fut l'introduction du programme Oasis. Les prototypes qu'elle transportait dans sa valise, autrefois ridiculisés par Sophie, devinrent le symbole de la renaissance d'Étoile Air. Une version simplifiée de l'oreiller cervical intelligent, du masque oculaire à luminothérapie et des chaussettes biométriques fut offerte gratuitement à tous les passagers des vols long courriers, quelle que soit leur classe. Le slogan « Arrivez mieux », affiché sur une vitrine élégante dans le salon Prestige, capturait l'essence de cette transformation, une compagnie aérienne qui ne se contentait plus de voler, mais qui cherchait à élever. Les retombées pour Sophie Martin furent aussi rapides que dévastatrices. Escortée hors du terminal sous les regards des passagers, elle avait vécu une marche de la honte qui marquerait sa vie. Les vidéos de l'incident, filmées par Léa Dupont, l'étudiante en droit, et Adrien Morel, le journaliste amateur, étaient devenues virales, accumulant des millions de vues sous des hashtags comme #Scandale, C12 et Étoile Air. Le nom de Sophie, divulgué par un collègue désabusé, était devenu synonyme de préjugés et d'incompétence. Ses comptes sur les réseaux sociaux furent inondés de commentaires haineux, la forçant à les supprimer. Des amis prirent leur distance, et même sa famille, gênée par l'association, s'éloigna. Professionnellement, son sort était scellé. Étoile Air, sous la direction d'Innovatech, plaça un drapeau permanent de « ne pas réembaucher » dans son dossier, citant une faute grave et un comportement discriminatoire. Cette sanction fut partagée dans une base de données utilisée par la plupart des compagnies aériennes européennes et nord-américaines, rendant Sophie persona non grata dans l'industrie. Elle tenta de postuler à des postes dans des compagnies régionales, voire à des emplois subalternes qu'elle aurait méprisés autrefois, mais chaque candidature se heurtait à un refus poli mais ferme. Le système, activé par la puissance discrète de Camille, avait érigé un mur infranchissable autour de son avenir. Financièrement, la situation était tout aussi sombre. Étoile Air lui envoya une facture symbolique pour les coûts du vol annulé, carburant, heures supplémentaires de l'équipage, compensations aux passagers, un message clair de la capacité de l'entreprise à la ruiner. Parallèlement, l'équipe juridique d'Innovatech l'informa d'une action en justice pour les dommages causés au prototype, estimés à 75 000 €, une somme astronomique pour Sophie, qui vivait modestement dans un petit appartement à Bagnolet. Pierre Lefebvre, le responsable de la station, connut une chute plus discrète mais tout aussi définitive. Son licenciement pour négligence envoya un message clair à la gestion intermédiaire d'Étoile Air. Autrefois entouré de collègues pour des verres après le travail, il se retrouva isolé, son réseau professionnel s'évaporant. À 54 ans, avec une réputation ternie, il découvrit un marché de l'emploi impitoyable pour les cadres de son niveau. Son histoire devint une fable dans les cercles corporatifs, un avertissement sur les dangers de la complaisance et du favoritisme. Mais l'impact de l'incident ne se limitait pas à Sophie et Pierre. Léa Dupont, l'étudiante qui avait filmé la scène, publia un article percutant sur un blog juridique, intitulé « Kiosé que la justice à la porte C12, une leçon de résilience ». Son texte, partagé des milliers de fois, louait la dignité de Camille et dénonçait les préjugés systémiques, renforçant la réputation de la PDG comme une figure de grâce sous pression. Adrien Morel, quant à lui, transforma son clip viral en un article pour son blog, attirant l'attention de médias internationaux. Ces voix amplifièrent le message de Camille, transformant un scandale en une étude de cas sur la responsabilité corporative. L'audit lancé par Amélie Laurent, surnommé « l'équipe rouge en interne », révéla des failles profondes dans la culture d'Étoile Air. Les entretiens avec le personnel de la porte C12 confirmèrent que Sophie avait un historique de comportement intimidant, souvent ignoré par Pierre,
qui balayait les plaintes pour protéger ses vétérans. La formation, obsolète, privilégiait la conformité aux protocoles de sécurité au détriment de l'empathie. Les métriques récompensaient la rapidité plutôt que le service, poussant les agents à être conflictuels pour respecter les horaires. Sur ces bases, Camille ordonna une transformation radicale. Les nouvelles sessions de formation, intenses et inconfortables, obligeaient les employés à confronter leurs préjugés implicites à travers des scénarios réalistes. Le comité de surveillance indépendant commença à examiner des cas, et plusieurs managers à la Pierre Lefebvre furent discrètement licenciés. L'atmosphère des toilettes passa d'un cynisme résigné à un optimisme prudent, teinté d'une nouvelle responsabilité. Quelques mois plus tard, Camille se tenait à nouveau dans le salon Prestige, redessiné pour refléter la nouvelle identité des toilettes. Une vitrine exposait le kit Oasis, avec son slogan « Arrivez mieux » gravé en lettres élégantes. Elle était en route pour Londres, cette fois pour finaliser un partenariat élargi avec British Airways, renforcé par la gestion exemplaire de l'incident. La porte C12, autrefois théâtre d'une humiliation, était maintenant animée par un personnel engagé, formé pour traiter chaque passager avec respect. Camille observa un jeune agent aider une femme âgée à porter son bagage, son sourire sincère contrastant avec l'arrogance passée de Sophie. Amélie, à ses côtés, lui tendit une tablette avec un article de presse. Il relatait une controverse dans une petite ville de Normandie, où Sophie Martin, récemment embauchée comme assistante dans une bibliothèque, faisait face à une levée de boucliers. Les résidents, ayant reconnu son visage dans les vidéos virales, s'opposaient à sa présence dans un espace public. Camille lut l'article, ressentant une tristesse profonde. Sophie n'était plus une antagoniste puissante, mais une femme brisée, incapable d'échapper aux conséquences numériques de son erreur. Ils la licencieront probablement, murmura Amélie. Camille acquiesça, rendant la tablette. Probablement. Elle ne tirait aucune joie de ce destin. C'était une conséquence nécessaire, mais tragique, une vie ruinée par un instant de préjugé. En se dirigeant vers la porte C12 pour embarquer, Camille y croisa une jeune famille élutant avec une poussette. L'agent, le même jeune homme qu'elle avait observé, se précipita pour les aider, son attitude incarnant la nouvelle philosophie des toilettes. Lorsqu'il scanna la carte d'embarquement de Camille, il sourit chaleureusement. « Bienvenue, Madame Dubois. Nous avons ajouté un kit Oasis supplémentaire pour vous. C'est un honneur de vous avoir à bord. » Camille lui rendit un sourire sincère, le premier véritable de la journée. « Merci, répondit-elle. C'est bon d'être ici. » En descendant la passerelle, elle laissa derrière elle l'ombre de Sophie Martin et l'ancienne Étoile Air. Devant elle s'ouvrait une compagnie aérienne qui ne se contentait pas de voler, mais qui s'élevait, portée par une vision de justice, de dignité et de connexion humaine. Cette transformation, ancrée dans les valeurs françaises d'équité et de responsabilité, était son legs, une preuve que même les blessures les plus profondes pouvaient donner naissance à un avenir meilleur. L'histoire de Camille Dubois, PDG d'Innovatech Solutions, confrontée à une humiliation publique à la porte C12 de l'aéroport Charles de Gaulle, est bien plus qu'un simple scandale d'aéroport. C'est une leçon puissante sur la dignité, la résilience et la capacité à transformer une injustice personnelle en un changement systémique. Dans le contexte culturel français, où l'élégance, la maîtrise de soi et la justice sociale sont des valeurs fondamentales, cette histoire résonne profondément. Elle nous invite à réfléchir sur nos propres comportements, à examiner nos préjugés et à agir avec empathie dans un monde de plus en plus diversifié. Ce qui frappe d'abord dans cette histoire, c'est la retenue exemplaire de Camille face à l'agression verbale et physique de Sophie Martin. Malgré l'humiliation, la fouille publique de sa valise, les accusations sans fondement, les dommages à ses prototypes, Camille ne cède ni à la colère ni à l'emportement. Cette maîtrise de soi reflète une qualité profondément ancrée dans la culture française. La capacité à rester digne, même dans l'adversité. En France, où l'élégance ne se limite pas à l'apparence mais s'étend à la manière de gérer les conflits, Camille incarne cette vertu. Elle ne riposte pas par des cris ou des insultes, mais par une action réfléchie et stratégique, passant un simple appel qui déclenche une cascade de conséquences. Cette approche nous enseigne une première leçon, face à l'injustice,
la force ne réside pas dans la confrontation immédiate, mais dans une réponse mesurée, intelligente et durable. L'incident met également en lumière les dangers des préjugés implicites. Sophie Martin, influencée par des stéréotypes raciaux, a jugé Camille sur son apparence et son calme, les associant à quelque chose de suspect. Ce comportement reflète une réalité universelle, les préjugés, souvent inconscients, peuvent conduire à des jugements hâtifs et destructeurs. En France, un pays fier de son idéal d'égalité et de fraternité, cette histoire nous rappelle l'importance de confronter nos biais. Dans la vie quotidienne, que ce soit au travail, dans les transports ou dans les interactions sociales, nous devons nous efforcer de voir au-delà des apparences. Cela demande une écoute active et une ouverture d'esprit, des qualités valorisées dans la culture française, où le dialogue et la compréhension mutuelle sont essentiels pour bâtir une société harmonieuse. Une autre leçon précieuse concerne le pouvoir de l'action collective et de la responsabilité. Camille ne s'est pas contentée de punir Sophie ou Pierre Lefebvre, elle leur visait plus haut, transformant une expérience personnelle en une réforme systémique des toilettes. L'initiative « Étoile brillante », avec ses formations contre les préjugés et ses kits Oasis gratuits, montre qu'un individu, même blessé, peut redéfinir une culture d'entreprise. Cette démarche résonne avec l'idéal français de justice sociale, où le progrès naît de l'engagement à corriger les injustices, non par des gestes isolés, mais par des changements structurels. Pour nous, cela signifie que nos actions, même petites, peuvent avoir un impact. Que ce soit en signalant une injustice au travail, en soutenant une cause ou en éduquant notre entourage, nous avons tous un rôle à jouer dans la création d'un environnement plus équitable. Enfin, l'histoire de Camille nous enseigne la valeur de la résilience. Malgré l'humiliation publique, elle a transformé une expérience douloureuse en une opportunité de changement. Cette résilience, combinée à une vision claire, reflète l'esprit français d'optimisme raisonné, croire en un avenir meilleur, mais agir avec pragmatisme pour l'atteindre. Dans nos vies, nous pouvons appliquer cette leçon en transformant nos propres épreuves en moteurs de progrès, qu'il s'agisse de surmonter un échec professionnel ou de défendre nos valeurs face à l'adversité. Si cette histoire de courage et de transformation vous a-t-elle inspiré? Si l'exemple de Camille Dubois vous a touché, donnez un pouce bleu à cette vidéo et partagez-la avec vos proches pour diffuser ce message d'espoir et de justice. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui célèbrent la dignité et le changement. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quelles leçons vous en tirez et comment vous appliquerez ces valeurs dans votre vie. Ensemble, faisons entendre la voix de l'équité et de la résilience.